Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de cette preuve express du théorème de Cayley-Hamilton. On peut la trouver sur C dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, c'est dans le chapitre 3. On peut aussi la trouver dans le chapitre 1 de Carnet de voyage en algébrie, mais elle est sur C. Et après, on a un argument qui permet de faire passer du résultat sur C au résultat sur un corps quelconque. Bon, qui est un argument du fait que quand une identité algébrique sur Z est valable sur un corps infini, alors elle est valable partout. Bon, je vais essayer de donner, je vais d'abord rappeler très rapidement la preuve sur C, et ensuite je vais donner une preuve qui par contre se calque très bien sur cette preuve, mais elle est sur un corps quelconque et elle n'utilise pas explicitement en tout cas de topologie. Alors voilà déjà la preuve sur C dans un premier temps. Donc c'est juste pour rappel parce que j'ai déjà fait en vidéo. D'abord, on démontre que Cayley-Hamilton, qui dit que le polynôme caractéristique d'une matrice appliquée à cette même matrice donne 0, c'est vrai si D est diagonale. Parce qu'en effet, si D est diagonale, c'est la diagonale lambda 1, lambda n. Alors les lambda i, là, on est sur C. Alors qui D, vous savez que c'est le produit des x moins lambda i. Voilà. Donc qui D de D, quand on va l'appliquer, donc ça c'est une matrice, quand on va l'appliquer au vecteur EJ, qui est vecteur propre pour la valeur propre lambda j, ça va être QD de lambda j, la valeur QD de lambda j, en fois, on peut dire fois, EJ. Mais QD de lambda j, évidemment, ça fait 0, et donc là, on a 0. Donc ça, c'est parce que EJ est vecteur propre pour la valeur propre lambda j. Donc voilà le premier argument. Le deuxième argument, c'est que Kia de A est égal à 0 si A est diagonalisable. Oui, parce que c'est vrai pour A diagonale, donc ça va être vrai pour diagonalisable, parce que qui A est un invariant de conjugaison. Alors regardons ça de plus près. Kia de A, c'est Kia de P fois D fois P-1, avec D diagonale, P inversible, d'accord, puisque A est diagonalisable. Mais un polynôme, ça commute avec la conjugaison, ça c'est bien connu, ça fait P qui a de D, P-1, voilà. Mais qui A, c'est qui P fois D fois P-1, et comme le déterminant est invariant par conjugaison, ça fait qui D, qui A est égal à qui D, puisque A est semblable à D. Donc ça fait P, qui D de D, P-1, mais qui D de D, on a vu dans le petit 1 que ça faisait 0, donc là ça fait 0. Voilà. Bon. Et puis maintenant, c'est terminé, parce que dn de C est dense dans mn de C, et A donne Kia de A est continu, d'accord? Alors effectivement, on sait que l'application qui a A donne Kia est déjà continue, et l'application qui a, on va dire, P, un polynôme P, et une matrice A donne P de A, est aussi continue. Alors après, bien sûr, il faut prendre des espaces vectoriels finis, de dimension finie de polynômes, comme les polynômes de degré inférieur à n, pour que ça ait un sens pour la topologie normique d'un espace de dimension finie. Donc bref, ici, c'est que des polynômes en les coefficients, en les coefficients de A, en les coefficients, donc ça c'est assez clair, et donc c'est continu, parce que c'est polynomial. Et ça va aller de Mn de C, attention, dans Mn de C, ça c'est bien une matrice, et c'est nul, donc c'est continu, et c'est nul sur Dn de C qui est dense, donc ça va être nul partout, et on a Kia de A égale 0, quel que soit A maintenant. Voilà. Donc c'est cette preuve que je viens de vous exposer rapidement. J'aimerais vous donner une variante qui va ne pas utiliser de topologie, donc on n'a même pas besoin de démontrer que Dn de C est dense. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors ça va utiliser des choses qui sont des choses, on va dire, qui sont bien connues du folklore et que je vais énoncer. Donc je vais énoncer les ingrédients de la preuve, bien sûr, mais c'est des ingrédients assez généraux et qui servent un petit peu partout.
Et après, vous allez voir qu'on peut se passer du fait que dn de c est dense, qui est quand même dans le développement un gros morceau, et on peut se passer de ça et continue, puisque de toute façon, on est sur un corps quelconque et on ne va pas avoir de topologie. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans la preuve que je vais vous donner, c'est comment on peut contourner une preuve topologique en algèbre. Alors, dans l'histoire, il y a Zariski, et la topologie de Zariski, qui a créé une topologie qui va marcher, qui n'a pas besoin de normes, et qui va marcher dans des structures algébriques. Mais là, on va penser à Zariski, mais sans avoir besoin de Zariski. En fait, Zariski va être contenu en background, en quelque sorte, et vous allez voir une preuve quand même assez simple, et j'espère assez compréhensible, on va dire plutôt orientée agrégation externe. Alors, allons-y pour la preuve directe sur un corps quelconque. Donc, on va garder qui d de d égale 0 si d est diagonale, ça c'est clair, ça ne demandait pas de topologie. Qui a de a égale 0 si a est diagonalisable, ça on l'a vu tout à l'heure, il n'y avait pas de topologie. Maintenant, le cas général. Alors, je vous ai parlé d'ingrédients qui sont importants dans la preuve, qui sont plutôt agrég externes, mais qui sont quand même pas mal dans le folklore. Le premier, c'est que tout corps, en particulier notre corps K, peut être plongé dans un corps algébriquement clos. Donc, théorème de Steinitz. Voilà. Deuxièmement, un corps algébriquement clos est infini. Bon. Les gens sont des fois un petit peu surpris qu'on leur dise ça, mais oui, c'est clair. Regardez, si vous prenez un corps fini, il ne peut pas être algébriquement clos, parce qu'un corps fini, il est de la forme F indice Q, d'accord, il a Q éléments, et F indice Q, FQ, a une extension finie, c'est FQ puissance N, d'ailleurs pour tout N, donc il n'est pas algébriquement clos, puisqu'il a des extensions finies. Voilà, donc, finalement, un corps algébriquement clos est forcément infini. Bon. Ensuite, autre chose, sur un corps infini, on peut confondre polynôme et fonction polynomiale. Alors ça, c'est encore quelque chose d'assez classique, dont on a déjà parlé un petit peu dans les vidéos. D'abord, si le polynôme est à une variable, eh bien oui, parce que le corps est infini, d'accord, on a un morphisme de cas algèbre entre les polynômes à une variable ici et les fonctions polynomiales, donc qui a un polynôme associe sa fonction polynomiale, c'est un morphisme de cas algèbre qui est forcément surjective par définition de ce qu'on appelle une fonction polynomiale, et son noyau, c'est les polynômes qui s'annulent partout. Mais si le partout, c'est infini, un polynôme qui s'annule partout, on sait qu'à une variable, c'est le polynôme nul. Donc déjà, c'est isomorphe. Et ensuite, on fait une récurrence sur le nombre de variables. Donc par exemple, si on a deux variables, donc on va regarder k de xy, on peut l'écrire comme k de x de y, d'accord, et k de x est infini. Donc finalement, comme variable en y, si ça s'annule partout, on regarde encore le noyau, on a encore quelque chose de surjectif et on regarde le noyau, si ça s'annule, alors ça veut dire que tous les coefficients du polynôme sont nuls. Mais les coefficients, on les regarde en la première variable, x, parce qu'on avait voulu isoler une variable. Donc voilà, ça veut dire que tout est nul en la première variable, mais par récurrence, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls, tous les polynômes qui sont coefficients sont forcément nuls. Donc sur un corps infini, après on continue la récurrence, je veux dire, c'est pas un problème. C'est une question classique, des fois ça tombe à l'écrit, ce genre de question, parce qu'on s'en sert très très souvent. Donc on peut confondre polynôme et fonction polynomiale sur un corps infini, pas du tout sur un corps fini, ça devient complètement faux. On l'a vu d'ailleurs dans des vidéos, on a vu concrètement le noyau. Il existe une fonction polynomiale, alors ça c'est le discriminant, il existe une fonction polynomiale non nulle delta, telle que delta, alors delta c'est une fonction polynomiale sur Mn de k, qui a une matrice A associe le discriminant du polynôme caractéristique. Donc oui, le discriminant
d'un polynôme, hein, c'est le résultant de P et de P'. Donc ça, j'en parle assez souvent dans les vidéos, de cette histoire de résultant. C'est un polynôme en les coefficients de P qui va directement détecter si oui ou non les deux polynômes ici, donc ici P et P', ont des racines communes. Donc ça veut dire qu'il va détecter si P a des racines multiples ici. Donc s'il est nul, c'est qu'il y a des racines multiples. S'il est non nul, c'est qu'il n'y a pas de racines multiples. Et ce polynôme ici, j'insiste que la fonction polynomiale est non nulle. Ça va être important par la suite. D'accord ? Bah oui, parce que il existe des matrices hein, qui n'ont pas de multiplicité. C'est pas tout à fait évident. Regardez, par exemple, vous êtes en dimension, vous regardez les matrices 3-3 sur un corps à 2 éléments. Ça va pas être évident. Quelles vont être... si, c'est facile. Mais c'est pas tout à fait évident hein, si vous êtes sur un corps fini. Mais on va se plonger, quitte à regarder la matrice sur un corps infini. Là, on pourra toujours avoir des matrices diagonales avec des valeurs propres toutes distinctes, et là, delta va être différent de 0, bien sûr, parce que notre polynôme caractéristique n'aura pas de racines multiples. Donc maintenant, voilà la preuve. Hein. Donc ça, c'était les ingrédients. Théorème de Steinitz, le fait que tout corps algébriquement clos est infini, bon, ça c'est quand même dans le folklore tout ça, hein. Que sur un corps infini, on puisse confondre polynôme et fonction polynomiale, et le discriminant. Voilà. Et le discriminant du polynôme caractéristique d'une matrice qui est non nulle, parce qu'il existe des matrices A qui possèdent des valeurs propres toutes distinctes. Voilà. Bon, alors maintenant, on y va. On va travailler sur K-bar, d'accord ? Et j'appelle PIJ de A le coefficient IJ de la matrice qui a de A. Et ce que je veux montrer, c'est que PIJ de A est égal à 0, quel que soit IJ. Donc je fixe IJ, et maintenant je vais regarder PIJ fois delta. Donc ça c'est un polynôme, donc ça c'est une fonction polynomiale évidemment. Donc j'en extrais ici le polynôme, d'accord ? Et là j'ai un polynôme PIJ fois delta de A, et j'affirme que c'est nul quel que soit A. Pourquoi c'est nul ? Parce que si A est diagonalisable, alors, ça c'est PIJ de A fois delta de A. Mais PIJ de A, ça fait 0, puisque A est diagonalisable d'après le petit 2. Donc PIJ de A fois delta de A, ça va faire 0, parce que 0 est absorbant. Donc on va avoir ici 0. Très bien. Maintenant, si A n'est pas diagonalisable, si A n'est pas diagonalisable, c'est qu'il a des multiplicités dans son polynôme caractéristique, parce que s'il n'en avait pas, il serait diagonalisable, ça c'est bien connu. Donc c'est delta de A qui lui est nul. Donc PIJ de A, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais delta de A est nul. Donc globalement, à tous les coups on gagne, on a 0, quel que soit les cas, soit par lui, soit par lui. Donc ça veut dire, en tant que fonction polynomiale, que ça c'est nul, mais à cause de cet isomorphisme, parce qu'on est sur K-bar qui est un corps infini, eh bien le polynôme est nul. Mais là maintenant on est dans une algèbre de polynômes, et l'algèbre de polynômes, forcément, elle est intègre. Donc, comme delta de A est différent de 0, on est sûr qu'en tant que polynôme, delta est non nul. Donc, PIJ delta est non nul, et dans une algèbre intègre, ça veut dire que PIJ égale 0. Voilà. Alors là, on est content, parce que on a une preuve express du théorème de Klein-Hamilton, qui s'est débarrassé de la topologie, qui s'est débarrassé de la densité, et qui a un parfum totalement algébrique.